Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ici sur le plateau d'AgriWeb TV en direct du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, ici au cœur de la Foire internationale de Bordeaux, donc pour le palmarès de la Fondation pour une agriculture durable. J'ai à mes côtés Francis Massé. Vous allez nous parler un peu de cette fondation, un peu nous expliquer tout ça. Mais volontiers, Julien. Oui, d'abord, je voudrais remercier les participants qui sont parmi nous, les fondateurs, tout d'abord, nos experts qui suivent les dossiers, et puis ensuite les lauréats qui sont parmi nous présents, et ainsi que la presse et tous les autres participants à cette remise. Alors la fondation, c'est quelque chose qui a été créé il y a quelques années à l'époque de la Chambre régionale Aquitaine et de notre région Aquitaine, qui avait simplement pour but de promouvoir des exploitations et des exploitants qui s'inséraient dans un développement d'une agriculture respective de l'environnement, respective du végétal, respective des terroirs. Et également qui soit reproductible, puisque on voulait avoir, les chambres d'agriculture c'est normal, mais on voulait avoir un effet dynamique et un effet reproductif de ces exemples que l'on primait tous les ans. Voilà, une fois que l'Aquitaine s'est agrandie et est devenue la Nouvelle-Aquitaine, cette fondation a fait de même et est passée de l'Aquitaine à la Nouvelle-Aquitaine, ce qui fait que depuis 2 ans, nous avons des lauréats des Deux-Sèvres, de la région aussi du Limousin, et nous avons des candidats des 3 régions historiques. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule, et je pense que Bruno va compléter un peu ce que je viens de dire. Voilà, sur les candidatures, Bruno Millet, expliquez-nous un peu, rappelez-nous un peu comment vous travaillez en fait à la Fondation. Il y a des appels à candidature, vous analysez tout ça avec un comité, etc. Expliquez-nous tout ça. Donc effectivement, comme l'a rappelé Francis, la Fondation a été créée en 2009. Et dès le départ, on a mis en place une procédure pour identifier des initiatives d'agriculteurs. On verra qu'il n'y a pas que les agriculteurs, mais qui concouraient à améliorer l'agriculture durable en Nouvelle-Aquitaine, en Aquitaine à l'époque et en Nouvelle-Aquitaine depuis. Et donc le principe, c'était de dire, on va lancer un appel à candidature qui s'appelle Cap sur l'agriculture durable. Mais il ne faut pas qu'on envoie un dossier très compliqué aux agriculteurs. Ils ont déjà assez de problèmes administratifs à régler, etc. Et si on fait ça, ils ne vont pas répondre, ils ne vont pas candidater. Donc on a envoyé un appel à candidature très léger, un recto verso. Hein. Et c'est toujours le même, enfin il a évolué, mais pratiquement le même depuis le début. La première partie, c'est dire qui on est et l'exploitation sur laquelle on est. Et la deuxième, on a fait quelque chose sur son exploitation pour la faire bouger vers plus de durabilité. Plus de durabilité, comment ça se mesure? Si on mesure l'impact sur le côté économique, social et environnemental. Donc ça, c'est du déclaratif. Hein. On dit que voilà, on a fait quelque chose, on est content, etc. Ça ne suffit pas quand même pour attribuer un prix. Donc on a complété le dispositif avec des experts, et j'y reviendrai. Yves de Garcini ici est le représentant de ce comité des experts. Et donc ce comité des experts, sa mission, c'est une fois qu'on a présélectionné des dossiers qui nous paraissent intéressants, après avoir éventuellement eu un premier échange au téléphone avec chaque candidat, on va sur le terrain, on passe 2 à 3 heures avec le candidat en binôme, et puis là on s'appuie sur une grille qui avait été mise au point à l'époque, et un des contributeurs est ici, Frédéric Zam, qui s'appelle la grille IDEA. Alors évidemment, on n'est pas en capacité, dans le temps imparti, et avec ce qu'on souhaite, appliquer cette grille IDEA dans toute sa dimension. Cela dit, on en a fait une petite synthèse, et en 3 heures, on essaie d'évaluer sur chacun des impacts si effectivement il y a eu une amélioration économique, une amélioration sociale et une amélioration environnementale. Ces experts, ils rendent leur copie à un jury, et ce jury, c'est le comité exécutif de la Fondation, qui statue et qui dit effectivement, cet agriculteur ou agricultrice, ce qu'il a fait, c'est intéressant, mais non seulement au-delà d'être intéressant, et Francis l'a rappelé, c'est reproductible, donc c'est-à-dire que le voisin, il pourrait faire la même chose, puisqu'il est dans les mêmes conditions. C'est communicable, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va garder secret. Et ça a un double intérêt, ça permet de dire à son voisin, tu vois, moi j'ai fait ça, puis finalement, puis mon système s'est amélioré. Et puis de dire aussi à la société qui est très prompte à nous critiquer,
de dire, il y a quand même des choses, il y a beaucoup de choses positives en agriculture, vous ne le savez pas assez, on ne fait pas assez savoir. Et bien vous voyez, cet agriculteur, il a fait, alors c'est peut-être la politique des petits pas, mais c'est des petits pas qui vont dans le bon sens. Voilà le principe. Et après, on a un deuxième appel à candidature sur les doctorants, là pour identifier des thèses qui peuvent être utiles, intéressantes, pour améliorer la durabilité de l'agriculture sur le territoire. Et donc, ça c'est... Il y a un comité scientifique, et là Jean-Luc Faure en est le représentant, comité scientifique qui va juger les travaux qui vont nous être transmis. Les travaux, ils sont transmis, c'est à la fois la thèse, le résumé de la thèse, et puis une petite vidéo qui sont pas faciles à faire, hein, parce qu'en 3 minutes, en gros, il faut résumer un travail thèse en 180 secondes, voilà. plusieurs mois. Et on a 2 représentants qui sont ici, lauréats, on les fera monter tout à l'heure sur le plateau, qui expliqueront, alors ils auront un exercice de même nature, pour expliquer leurs travaux et qui ont été distingués cette année. Voilà comment fonctionne notre fondation. Et on a un dernier appel. Alors, ce n'est pas un appel à candidature. On accompagne aussi des startups, mais en association avec un autre concours qui s'appelle Agrinov, qui est organisé en Nouvelle-Aquitaine, à Nérac, qui distingue des startups également qui contribuent à l'évolution de l'agriculture. Et dans les startups qui sont primées, la fondation en retient en général une parmi les 3, premier, deuxième ou troisième prix, parce qu'on estime que cette start-up est plus orientée à l'agriculture durable pour l'accompagner et l'encourager aussi à continuer dans ses travaux. Donc 3 axes, les agriculteurs, cap sur l'agriculture durable. Depuis sa création, c'est plus d'une centaine d'agriculteurs qui ont été récompensés sur tout le territoire. Les doctorants, donc là on a démarré un peu plus tard, donc on doit avoir 6 ou 7 doctorants aujourd'hui qui ont été primés depuis le début. Et puis les startups, ça doit faire la 4e année où on va avoir une startup à désigner. Voilà, pour résumer globalement le fonctionnement de la fondation. Je vais me taire. Non, quand même pas, je ne vous ai pas demandé ça, mais on va peut-être passer à la présentation des résultats. 20 candidatures que vous avez reçues. Donc Yves, présentez-nous un peu ces... C'est bon, le micro est allumé, vous inquiétez pas. Présentez-nous un peu ces lauréats et ces candidatures. C'est plutôt ces lauréats. Et présentez-nous un peu le contexte. Voilà. Alors les lauréats, avant d'être lauréat, il faut être candidat. Exactement. On est bien d'accord. Donc comme vous le voyez derrière, on a reçu 20 candidatures cette année. C'est plutôt un cru entre bon et très bon, hein, on va dire une bonne année. Sur les 20 candidatures reçues, elles représentent 8 départements sur les 12 de la région, ce qui est assez significatif déjà. On a retenu 12 candidats qui ont été visités. Les visites, comme disait Bruno, donc, se font avec 2 experts, donc systématiquement. Et on a retenu, enfin le jury pardon, a retenu 5 lauréats. Donc un lauréat dans le Creuse qui est présent, un dans Dordogne, une dans Dordogne, pardon, 2 dans les Deux-Sèvres et une dans la Vienne. On a la chance, voilà, les 5 lauréats sont ici. Donc vous voyez que sur les 5, il y a une femme. Alors malheureusement, elle est absente aujourd'hui. Donc je commencerai par elle pour donner son dossier. Seront présents donc ici 3 des lauréats. Donc Christophe Godet, Guillaume Gattard et Philippe Pierron. Hein, les 3 qui donc passeront au micro. Voilà. Donc on va commencer par Cécile Bobineau. Voilà, Cécile Bobineau. En fait, c'est une apicultrice. Elle habite La Roche-Chalais, donc en Dordogne. Elle est apicultrice avec environ 450 à 500 ruches. Elle a repris l'exploitation familiale en 2021. C'est une exploitation qui tourne déjà depuis 3 générations. Elle est établie sur 5 hectares et quelques surfaces de bois. La particularité de son affaire, c'est qu'elle n'assure aucune transhumance. Donc les ruches sont réparties en plusieurs ruchers qui restent à poste fixe toute l'année, donc dans un environnement favorable. Pour elle, l'essentiel, c'est donc l'attention à l'élevage de son cheptel d'abeilles, hein, sachant que pour elle, la condition de l'élevage conditionne complètement l'état sanitaire de ces abeilles. Et pour elle, avec un bon état sanitaire, on arrive à supporter les différentes attaques, que ce soit de maladies ou de parasites. Pour ça, elle assure un nourrissement donc de ces ruches, une division des essaims, et elle s'efforce de garder la génétique locale.
et donc d'assurer par là une meilleure santé de ses abeilles. À noter enfin que son grand-père était menuisier, et donc elle a hérité de tout un matériel de fabrication, si je puis dire, avec lequel elle fabrique des ruches. Donc c'est une activité annexe qui est complémentaire et qui est intéressante. Voilà pour Madame Bobineau. Donc vous voyez certainement, voilà, vous la voyez dans son atelier de menuiserie. On voit même en bas à droite donc les troncs d'arbres qui arrivent. Et il y a une deuxième dia, voilà, où on la voit dans sa miellerie en activité. Voilà. Donc Cécile Bobineau, lauréate de Dordogne. Deuxième lauréat absent, donc David Blot. Alors David Blot est agriculteur donc dans la Vienne, en système grande culture. Il est installé depuis 1998 et en fait il superpose plusieurs activités. Une activité d'exploitant en direct, une activité en EARL avec son frère et une SARL pour assurer donc tous les travaux d'entreprise agricole, de transformation et de négoce. Vous l'aurez compris, Monsieur Blot, c'est un entrepreneur tout simplement, un entrepreneur, voilà, un vrai entrepreneur. Il faut noter tout au moins ce que les experts qui l'ont visité m'ont dit, une réactivité très forte pour prendre des initiatives, entre autres pour la transformation. Au début, il a fait transformer de l'huile de colza, et puis ensuite il est passé au pop-corn, et maintenant il transforme donc de la farine. Il est aussi engagé donc dans des stockages et donc vente de crédit carbone, et il est producteur important d'énergie photovoltaïque qu'on va voir sur la diapo d'après. Il a donc fait construire un bâtiment agricole assez important, un peu futuriste d'ailleurs, donc équipé de panneaux solaires. Alors on voyait aussi son semoir en semi-direct, donc c'est un adepte bien sûr de l'agriculture de conservation des sols. Voilà pour David Blot. Alors après on arrive aux trois qui sont présents, donc on va leur proposer de se présenter eux-mêmes. Ça serait quand même le comble. Donc venez un peu sur scène, rejoignez-nous là, ici, entrez sur le devant de la scène, sur le plateau. On va commencer par Christophe Godet peut-être. Voilà. Il faut commencer par l'un. Donc il y a Christophe Godet. Mettez-vous à côté de Guillaume Gattard d'Yves et Philippe Pierron. Voilà. Voilà. Vous avez des micros donc, devant vous. Guillaume Godet qui va commencer par prendre la parole. Donc il est installé donc en Deux-Sèvres, en polyculture élevage, et je lui donne le micro. Merci beaucoup. Donc Christophe Godet, je suis agriculteur à côté de Mauléon, alors tout en haut de la Nouvelle-Aquitaine. Il y a un petit peu de distance, mais c'est la grandeur de la région qui fait ça. Sur une exploitation qui fait 91 hectares, avec multiproduction, puisque je fais de la volaille avec 2 bâtiments volaille bio, enfin volaille en 480 m², 60 vaches allaitantes, des cultures et du légume. Le tout sur une exploitation qui est en bio maintenant, mais je vais y revenir, qualifiée HVE. Et comme je suis administrateur de coopérative, j'ai aussi des salariés qui interviennent sur l'exploitation. Et la particularité que je discutais avec l'un d'entre vous aussi, c'est que le technicien de la Chambre d'agriculture en charge de l'installation m'a fait remarquer que j'étais son principal problème, puisque les 5 salariés qui sont sur l'exploitation, qui restent en moyenne de 5 à 6 ans, sont installés. 4 ans bio seulement, mais ils sont installés. Donc c'est une satisfaction, puisque quand ils sont autonomes chez moi, au bout de 4-5 ans, ils peuvent reprendre leur exploitation. Donc a priori, ça doit être une bonne école de formation, mais je suis passé par salarié agricole et ça aide aussi. Et puis sur mon exploitation intervient aussi pour le ramassage des légumes une association que vous connaissez peut-être, qui s'appelle ESIAM, Association Zéro Chômeur, qui dans le Moléonnais a pris en salariés des gens qui sont en réinsertion et qui travaillent en équipe sur plein de projets. Et je peux vous assurer que c'est très enrichissant de travailler avec des gens comme ça. Quelquefois, on se retrouve heureux le soir d'ailleurs. Et ils sont bien animés pour nous aider à ramasser des légumes puisqu'il y a des périodes de pointe. Voilà. Donc cette exploitation qui est en bio et HVE, elle est tournée autour de... Et mon projet que j'ai déposé le 29 au soir, c'était la date limite, mais c'est parce que je l'ai vu sur un article en passant chez mes parents, le matin sur le journal sur la Nouvelle République, et ça m'a trotté un peu dans la journée. La date limite était le 29, donc il était grand temps. Donc j'ai un peu griffonné quelque chose, mais bon, ça a été pris en compte.
Voilà, alors il n'y a rien de sorcier. Ce que je dis, c'est que j'ai rien inventé. Mais en tant qu'administrateur de coopérative, je vais voir des exploitations. J'ai eu la chance de visiter quelques fermes expérimentales comme Torigny d'Anjou. Et elle est basée sur la synergie entre les productions et les cultures. Je travaille beaucoup sur les associations de plantes. Et j'essaye faire des rotations longues puisque je suis en bio, mais ce n'est pas lié au bio. Hein. C'est quand je suis passé en bio, j'ai révisé la stratégie de mon exploitation pour être moins dépendant du maïs, parce qu'avec les sécheresses estivales, donc trouver de la productivité dans des métails, mais pas n'importe quel métail, des métails qui sont productifs au printemps, mais qui résistent l'été à la sécheresse. Et il y a encore beaucoup de travail à faire sur des plantes qui résistent à la sécheresse l'été. Il y a des trèfles, il y a beaucoup de choses. Et là, je souligne tout le travail qui est fait par mes techniciens, puisque j'achète plus d'engrais, très peu d'aliments. Par contre, j'ai besoin de beaucoup de conseils. Et j'avais noté sur le document que j'étais accompagné par mon technicien chambre d'agriculture, qui est ici, Jean-Marie, sur les projets carbone, sur les projets coûts de production, et par mon technicien de coopérative qui m'amène à travailler sur mon assolement. Bien sûr, mon technicien volaille aussi, mais sur des assolements différents, productifs, puisque ce n'est pas parce qu'on veut passer en bio qu'on veut arrêter de produire. Bien au contraire, et tenir compte de l'handicap naturel qui est la sécheresse, le manque d'eau, travailler ces aspects-là, puisque le maïs c'est quand même la plante la plus facile à faire, mais c'est celle qui demande beaucoup de travail, beaucoup de fuel et qui est énergisante. Donc les métails qu'on peut utiliser ont encore beaucoup de potentiel à avoir. Voilà, donc c'est essentiellement sur les synergies entre les productions qui est monté ce dossier-là. Je ne sais plus ce que j'avais noté. Voilà, donc sur une exploitation aussi où tout ce lien entre les productions, puisque c'est beaucoup basé sur l'herbe, et j'ai une production qui est en vache allaitante rouge des prés, qui n'est pas très commune ici, mais comme je faisais partie de l'équipe de la OP Ménanjou quand on l'a créée, voilà, donc qui est très valorisante et qui est une capacité d'ingestion importante. Alors c'était l'hiver, donc les animaux étaient en bâtiment, Oui. mais qui travaillent beaucoup sur la grande ingestion de l'herbe et le pâturage tournant. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais. Donc les techniciens, beaucoup moins d'engrais, beaucoup moins de produits phyto, puisque je suis en bio, mais pas que. Hein, c'est pas que parce que je suis en bio, mais besoin de beaucoup d'accompagnement technique sur les plans de fumure, les conseils au phyto, et puis la PAC, parce qu'on est obligé de travailler avec. Donc moins de produits achetés, mais beaucoup plus de conseils techniques. Et j'ai encore besoin de ça, donc s'y aller. Voilà. Bon, mais merci. Merci en tout cas. Vous êtes donc lauréat de la Fondation pour une agriculture durable. On va passer au suivant. Guillaume Gattard. Guillaume Gattard. Donc Guillaume Gattard qui est installé en Deux-Sèvres et il va nous expliquer tout ça. Voilà. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis installé nord de Sèvres à quelques kilomètres de chez Christophe. Je suis la 5e génération installée depuis 2015, pardon. Donc il y a déjà 8 ans. La 5e génération de producteurs de viande. On est spécialisé dans la production de viande sur notre territoire. On n'a pas toujours fait de la viande telle qu'on l'a fait aujourd'hui. C'est vrai qu'on a beaucoup évolué depuis 5 ans. On a cherché à vraiment monter en gamme depuis 5 ans, à monter en gamme pour aller dégager justement de la rentabilité et aussi préserver notre environnement de travail, hein, donc notre capital sol, notre territoire. Et donc dans cette démarche, on a choisi déjà dans un premier temps de devenir totalement autonome. Donc je travaille avec 2 salariés, mais on est totalement autonome en alimentation, en engrais, en phyto, etc. Donc de fait, on s'est rapproché du cahier des charges bio et on s'est fait labelliser il y a 2 ans. Et donc en parallèle, on a travaillé aussi sur les races pour avoir des races plus rustiques, plus adaptées et aussi plus en adéquation avec le marché. On a eu la chance de rencontrer du coup par l'intermédiaire d'un ami un boucher à Angers, JA Gastronomie. C'est un gros boucher, 40 salariés, mais qui est spécialisé dans l'approvisionnement des restaurants haut de gamme. Donc essentiellement restaurants gastronomiques et des belles brasseries. Il avait un souci, ce boucher, c'est qu'il n'arrivait plus à proposer de viande de bœuf française correspondant aux critères recherchés par les restaurants. Donc on a travaillé pendant 2-3 ans à nos frais à faire plein de petits essais pour essayer de comprendre avec les clients de GIA Gastronomie, les bouchers, les chefs étoilés, etc. Comment pouvait-on pourrir une bonne viande qui correspondait à leurs critères. Et donc on a sélectionné la race jersiaise, hein, qui est une race laitière, qui a la particularité d'avoir beaucoup de goût, des tout petits muscles, c'est vrai, mais beaucoup de goût. Et donc aujourd'hui, voilà, on produit entre 5 et 6 jersiaises par semaine sur la ferme pour ce boucher. Et j'étais le premier engraisseur de ce boucher, mais on est maintenant 3 ou 4, on produit à l'heure actuelle 12 jersiaises semaine. Et donc on a créé une petite filière avec des fournisseurs, parce que la jersiaise est une race laitière, donc
des éleveurs nous fournissent en animaux laitiers, des vaches et aussi des mâles. Hein, c'était des animaux qui n'avaient aucun débouché avant et qui aujourd'hui finissent sur les plus belles tables de France. Donc c'est une vraie satisfaction. Voilà, donc on essaye de continuer dans ce sens. Et nos projets futurs, et je vous remercie pour cette dotation de 1500 €, va nous permettre de contribuer justement à améliorer l'impact carbone de notre ferme. On est engagé dans la démarche Agri France Carbone Agri, je sais pas le sens. Et l'objectif étant déjà de mesurer notre impact carbone aujourd'hui, l'impact carbone de notre activité, et essayer de le réduire, parce que c'est souvent ce qu'on reproche aux ruminants et à la viande bovine, c'est de contribuer au réchauffement climatique. Et en fait, on se rend compte que dans nos systèmes très autonomes, très herbagés, eh bien, on est très proche de la neutralité. Donc, en l'occurrence, sur la ferme, chez nous, on émet seulement 8 kg de carbone par kilo de viande vive. Ça ne vous dit rien, mais c'est très peu par rapport aux références. Et l'objectif étant de continuer à produire autant en devenant neutre. Voilà. Donc, et en produisant une viande également encore meilleure, quoi, parce que c'est un produit vivant, donc ça ne s'arrête jamais. Voilà. Voilà. Merci. Mais merci à vous, Guillaume. Merci. Et enfin, en troisième, nous avons Philippe Pierron. Philippe Pierron qui est installé du côté d'Évaux-les-Vins, en Creuse. Exactement. Voilà. Vous allez nous présenter également votre... Bonjour à tous, donc moi Philippe Pierron. Je viens de loin parce que on est plus proche de l'Allier. Oui, Et oui, donc je confirme. Voilà, la frontière fait qu'on est en Nouvelle-Aquitaine. Donc moi, je suis sur une ferme de 160 hectares, en GAEC avec mon épouse, polyculture élevage. Et donc moi j'ai un peu atypique, c'est qu'à la base je ne suis pas du tout agriculteur. Je travaillais dans les supermarchés. Donc j'étais de l'autre côté. Et quand j'ai rencontré mon épouse, j'ai rencontré le métier. Et je suis parti dedans. Et puis après, au fur et à mesure, je me suis intéressé à l'agriculture de conservation. Parce que quand on avait des problèmes sur l'exploitation, au départ des problèmes financiers qui faisaient qu'on allait, au fur et à mesure, on s'enterrait parce que quand on s'agrandissait, on achetait du matériel. Et puis à un moment donné, on a dit stop, on revient en arrière et on pose les bases. Entre-temps, j'ai rencontré des gens du réseau Défi. Donc là, ça a été un tournant important sur la fait qu'on diminue les phytos et on travaille sur l'autonomie maximum et surtout sur les aléas climatiques. C'est-à-dire qu'on produit quelque chose et si ça ne marche pas, on ne s'entête pas, on part. Si on fait un fourrage, que le fourrage n'est pas beau, on l'encile, on va sur les vaches. Donc voilà. Vous vous adaptez. On s'adapte tous les jours. Voilà. Donc quoi dire d'autre pas grand-chose. On voit un peu ce que vous faites. Vous déjà. Ouais. Bon, j'ai changé de coiffure entre-temps. Oui, j'allais dire, le coiffeur est passé par là. Mais non, le semoir en haut à droite. Voilà. Mais là, on travaille je travaille essentiellement tout le temps à rechercher. C'est que des cultures associées. Colza, quand je sème un colza, il y a systématiquement autre chose avec. Comme ça, si je rate le colza, je sais que derrière, j'aurai autre chose. Donc, voilà. Et maintenant, on voudrait travailler, finir les désherbants, mais en plante accompagnée. Et là, le problème d'être tout en haut de la Creuse, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'appui technique. Donc il faut aller les chercher plus bas. Plus bas, ici, voilà. ailleurs, Ici, voilà. Donc c'est pour ça. Bon, mais parfait, profitez du salon. Un petit mot, Bruno, allez-y. Non, juste une question à Philippe. Il n'a pas parlé d'un truc qui m'a paru super, c'est sa technique de semis sur couvert en faisant passer les vaches quand même. Il faut en parler quand même. Ah oui. Bon, ça c'est un truc spécifique. C'est-à-dire que quand je sème avec un distributeur d'engrais, je sème du blé et derrière je fais passer mes vaches. Donc je sème du blé dans de la luzerne. Ma luzerne fait 20 cm. Je sème mon blé et je fais pâturer mes vaches pendant 5 jours. Et après le blé il pousse tout seul, j'ai rien à faire. Voilà. Alors si au printemps je peux réguler la luzerne si elle est trop forte, et sinon quand je régule pas et je moissonne le blé. Je fais pas des grands rendements, mais par contre j'ai un coût d'implantation qui me coûte 4 € de l'hectare.
et mes vaches mangent derrière, donc j'ai rien à faire. Un agriculteur n'a rien à faire, donc bon. C'est une bonne technique. En tout cas, on va encore vous féliciter, là, les 3 lauréats qui sont ici. Félicitations à vous pour cette récompense, ce palmarès. Et on va passer un petit mot alors, Francis, allez-y. Oui, simplement, bien pour à la fois, je voulais féliciter. Il y a un petit souci dans le micro. Allez, petit souci. Oui, je disais que je voulais se féliciter les lauréats qui nous ont présenté leur projet, mais ceux qui ont été présentés par Yves de Garcini, mais aussi pour les téléspectateurs qui vont nous regarder, qui nous regardent ou qui nous regarderont, faire remarquer que dans ces projets-là qui sont reproductibles, qui sont transmissibles, et c'est le but de la Fondation, que ça s'appuie sur des choses tout à fait naturelles. Je prendrai simplement l'exemple de notre lauréat qui a aujourd'hui mesuré son impact carbone et qui aujourd'hui est pratiquement à zéro, alors que 2050 dans le climat, dans l'accord climat, la France s'est engagée à être zéro émission de carbone. Eh bien, nous y sommes déjà dans l'agriculture. Et le deuxième dossier avec les fermes défis, alors peut-être donner une explication de ce que sont les fermes défis. C'est simplement un travail qui se fait avec l'État, et je suis heureux de saluer Philippe de Guénin, notre directeur régional de l'agriculture et de la forêt et de l'alimentation, et les chambres d'agriculture, où les agriculteurs sont accompagnés pour diminuer les intrants tout en gardant l'outil de production et la qualité de production. Donc voilà ce que je voulais dire, l'intérêt de notre fondation. Et dire ce que je n'ai pas dit à l'entrée, mais au-delà de vouloir récompenser des agriculteurs qui mettent en place, nous avons fait le choix, comme c'était lundi après-midi pour ceux qui ont participé à la remise du prix Joël Aubert, aussi aider les jeunes qui vont accompagner ces agriculteurs dans cette agriculture durable. Merci Francis pour ces informations. On va passer au côté, on a parlé des thèses, le côté recherche finalement, avec vous. Donc, vous expliquez-nous un peu. Votre micro ne fonctionne pas. Oui, le micro, si, c'est vous bon. m'entendez? Oui, oui. Donc, je vais vous présenter très rapidement les 3 lauréats de ce prix de thèse. C'est dans le cadre d'un comité scientifique où les membres sont là. Hein. Frédéric Zam, Olivier Lavial et Sabine Brun. Et puis moi, donc on a proposé sur 4 candidatures de retenir 3 lauréats. C'est quand même un nombre important, c'est un très bon cru. Si on est dans le Bordeaux, mais on peut parler d'un bon cru de thèse cette année. Donc les 3 lauréats, 2 traitent de filières importantes sur Nouvelle-Aquitaine, la viticulture et la production de foie gras. Et une autre thèse aborde un sujet beaucoup plus vaste que Nouvelle-Aquitaine, mais qui nous intéresse aussi sur les impacts du changement climatique. Donc on a 2 doctorants qui sont là, et donc présentez-nous la 3e. Voilà, je vais présenter la 3e, et les 2 doctorants pourront expliquer effectivement le contenu de leurs travaux. Donc la 3e qui n'est pas là, c'est Charlotte Andrieux, qui a travaillé avec l'université Pau, pays de l'Adour, et une équipe aussi INRAE. Et donc, si j'essaie de résumer ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a traité des œufs et des embryons par la chaleur en augmentant un tout petit peu la température d'incubation. Et ensuite, elle a regardé ce que ça avait comme impact sur la production de foie gras. Et elle s'est aperçue qu'il y avait une augmentation du poids des foies, donc possibilité soit de réduire la durée de gavage, soit d'augmenter le potentiel économique de cette production. Et elle a été vraiment remarquée par ces examinateurs avec un travail à la fois très appliqué, mais aussi des répercussions fondamentales. Donc on a jugé quand même que c'était un travail très intéressant qui a été fait dans une courte période, avec le Covid en plus. Donc on a proposé de retenir comme lauréat, et le comité exécutif a suivi.
Et puis les deux autres donc qu'on va inviter à nous rejoindre pour qui présentent en 180 secondes vraiment hein, leur thèse. Ça va être l'exercice. Donc Nicolas Mallet, bonjour, et puis Louis Blois. Alors je sais pas qui commence. Allez, l'un des deux. La viticulture. Allez. Alors Louis, présentez-nous un peu votre thèse, sur quoi vous effectuez vos recherches. Alors, c'est une thèse qui a été réalisée en co-tutelle entre la France et l'Allemagne, qui a été financée par la région Nouvelle-Aquitaine et la région qui correspond en Allemagne. Donc on se place dans un contexte de changement climatique, avec comme problématique d'adapter la viticulture à ce changement climatique, notamment à la sécheresse. Pour ce faire, il y a différents leviers d'adaptation. Ça peut passer par la modification des pratiques culturales ou l'adaptation directement du matériel végétal. Comme la vigne est une plante qu'on cultive greffée, on peut soit adapter directement la partie aérienne, donc le cépage qui fait la typicité des vins qu'on connaît, soit jouer avec le porte-greffe, donc qui va correspondre à la partie racinaire. Modifier le porte-greffe va permettre de maintenir la typicité des cépages dans les régions qui correspondent. Donc c'était l'axe de recherche que j'ai développé. Donc les porte-greffes sont principalement des croisements entre des espèces de vitis américains, dont les trois principales sont Vitis rupestris, Vitis berendieri et Vitis riparia. Et donc c'est des espèces qui sont assez peu étudiées aujourd'hui. Et on a fait le choix d'aller récupérer une population naturelle directement aux États-Unis pour étudier l'un de ces fonds génétiques, donc Vitis berendieri. Donc ensuite on a fait des analyses au niveau des systèmes racinaires, ainsi que on les a aussi greffés et ensuite on a fait des analyses sur le développement de la partie végétative, donc au niveau de la vigueur et de l'efficience d'utilisation de l'eau, pour être tolérance à la sécheresse. Donc on a eu des résultats très intéressants avec beaucoup de variabilité. Ça nous a permis aussi de mener des études de génétique d'association. Donc l'idée, ça a été de trouver des marqueurs moléculaires qui vont être associés avec les traits qu'on a analysés. Et ça permet par la suite d'utiliser ces marqueurs dans les schémas de sélection pour accélérer la sélection et choisir directement des génotypes qui ont un intérêt à la base. Voilà, en quelques mots. En quelques mots, ça donne envie d'en apprendre un peu plus. On vous félicite en tout cas. Et puis on va passer la parole finalement à Nicolas. Et vous étiez à l'INRAE, hein, c'est ça, on n'avait pas dit l'école. À vous Nicolas, donc vous êtes dans vous êtes à l'université, je vois ça. À l'université de Bordeaux. J'étais aussi à l'INRAE, effectivement. Okay. Donc bonjour à tous, j'ai fait une thèse du coup à l'INRA cofinancée par Bordeaux Sciences Agro et par l'ADEME, du coup une thèse qui s'est intéressée sur deux voies de la valorisation de la biomasse en agriculture pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc la première classique, c'est restituer la biomasse au sol, et la seconde, une voie en pleine expansion, c'est la méthanisation. Sauf que la méthanisation, elle entre un peu en concurrence d'usage avec ces matières, parce que si on ne les restitue pas au sol, on les récupère pour les méthaniser. Et sauf que notre biomasse, elle avait un usage qui apportait aussi des bénéfices climatiques, qui étaient notamment stocker du carbone dans les sols. Donc ma problématique de thèse, c'était de comparer ces deux voies à l'échelle de la France, avec une résolution spatiale assez fine, le canton. Pour info, il y a à peu près 3700 cantons en France. Donc, les résultats principaux, c'est que la méthanisation permet de produire une quantité importante d'énergie. En France, si on méthanise les résidus de culture, les effluents d'élevage, les cultures intermédiaires, on pourrait obtenir jusqu'à environ 60 TWh de biométhane en France. Et si on intensifie la production de cultures intermédiaires, c'est-à-dire de cultures qu'on met entre des cultures principales qui n'entrent pas en concurrence d'usage, on pourrait aller jusqu'à 110 TWh. Ça fait à peu près 20% de notre consommation de gaz naturel à l'heure actuelle. Et cette production, elle est d'une part localisée dans les territoires d'élevage qui, dans le premier cas, quand on n'intensifie pas, sont les territoires dans lesquels on peut produire le plus de biométhane. Et quand on intensifie la production de cultures intermédiaires, du coup, on voit que les territoires du Grand Bassin parisien, les territoires orientés grande culture, ont aussi un fort potentiel de production de biométhane. Si maintenant on passe à la comparaison en termes d'émissions de gaz à effet de serre, la méthanisation permettrait d'atténuer jusqu'à 4% des émissions de gaz à effet de serre françaises. Cependant, c'est conditionné à mettre en place de très bonnes pratiques de méthanisation, celles qui limitent les fuites de CH4 au maximum,
et celle qui valorise au mieux l'énergie. C'est-à-dire que quand on est en cogénération, qui est le système un peu moins préconisé pour la France, parce qu'on a déjà un mix électrique qui est très décarboné, ça veut dire qu'il faut qu'on valorise au maximum la chaleur qui est produite et l'électricité. Mais il faudrait privilégier en France l'injection de biométhane dans les réseaux. Par ailleurs, il faut aussi limiter toutes les fuites de CH4 du coup liées aux unités de méthanisation, que ce soit durant le stockage des matières ou les émissions fugitives durant la digestion. Et le dernier point à aborder, c'est qu'on parle beaucoup de stockage de carbone. Alors ce qu'on trouve, nous, comme résultat principal, c'est que la méthanisation réduit le stockage de carbone dans les sols parce qu'il y a une partie du carbone qui va entrer dans la composition du biométhane. Mais à long terme, le stockage de carbone, c'est quelque chose de fini, ce qui fait que la différence de stockage de carbone diminue au cours du temps. Voilà. Bon, mais merci pour ces présentations et encore félicitations. Merci à vous. Moi, ce que je propose, c'est peut-être parler de l'édition 2023. Justement, il y a un appel à candidature. Vous faisiez partie des lauréats 2022, qu'on félicite en 2023. Mais on va parler de l'édition 2023. Oui, alors à nouveau en remerciant nos lauréats de 2022, tu fais bien de le rappeler. Et donc pour 2023, Président, le comité exécutif a décidé de relancer ces 2 appels à candidature, cap sur l'agriculture durable et en faveur des doctorants. Donc à partir d'aujourd'hui, on peut commencer à déposer un dossier. Alors il faut qu'on le mette en ligne quand même, il n'est pas encore en ligne. Mais vous pouvez en faire la publicité et la promotion auprès d'agriculteurs ou d'élèves en thèse qui pourraient être intéressés. Et on aura jusqu'au 31 décembre 2023 pour déposer le dossier. Et on repartira sur un processus qu'on vous a décrit tout à l'heure. Et ne pas forcément attendre le dernier moment. Hein, non, c'est pas obligé d'attendre le 30 décembre, hein, c'est pas obligé. Voilà. Même si ça permet parfois de gagner quand même, hein, mais voilà. On l'a vu. Donc, ce que je voulais dire aussi, Président, c'est que là, aujourd'hui, c'est la communication des résultats au niveau du salon d'agriculture. Effectivement, on a eu peu de temps de parole pour chacun et on s'en excuse, mais on est très heureux de vous avoir vu ici parce que ça montre que vous êtes attaché à l'événement. On organisera une remise des prix beaucoup plus tranquille, avec beaucoup plus de temps. Chez un des lauréats, alors a priori, il était d'accord, donc je vais dire son nom. On va sans doute aller chez Christophe Godet, à une date qu'il faut qu'on définisse, qui convienne à tout le monde, et où là on invitera tous les lauréats, mais y compris ceux des années précédentes. S'il y en a dans le coin, ils pourront venir. On invitera effectivement les acteurs qui peuvent être intéressés par ce dispositif, et on prendra du temps pour rentrer un petit peu dans le détail des systèmes qu'on vous a présentés un peu rapidement, et on pourra là poser des questions et rentrer un peu plus dans les coulisses. Voilà pour 2023. Mais merci. Maintenant, Président, voilà. Un dernier mot peut-être pour conclure, Francis ? Oui, eh écoutez, pour encore une fois remercier tout le monde, confirmer ce que dit Bruno, vous inviter à ceux qui peuvent, et surtout la presse, à participer à cette journée qu'on organisera donc chez, j'ai mangé le prénom, Christophe Godet. Voilà, Christophe Godet qui est là-bas. Parce que c'est toujours enrichissant d'être sur le terrain, de voir sur le terrain et montrer qu'aujourd'hui, nous sommes pleinement engagés dans une agriculture vraiment durable, responsable et qui veut répondre aux attentes sociétales. Donc, c'est tout à fait les enjeux de notre fondation et je les remercie. Et j'invite tous ceux qui sont intéressés, qu'ils soient agriculteurs ou qu'ils soient jeunes étudiants, de poser leur candidature, jeunes étudiants futurs thésards ou thésards, de poser leur candidature pour le millésime 2023. Voilà, l'invitation est prise et nous, on reste là, ici, sur agriweb.tv pour une autre remise de prix. Bravo à tous, bravo à toutes et à tout de suite.